Tant que c'est toi, il faut que tu bosses. Tu crois? Ouais. Alors, pour que chacun puisse accéder à cette compétence tous marqueurs, on va jouer sur les règles suivantes. Donc sur le contact aménagé, donc je vous ai dit tout à l'heure, si on veut effectivement qu'ils soient tous en capacité d'être en réussite, c'est ça qui nous intéressait ici, on va avoir tout au début l'absence totale de contact, ce qui fait que si je vais prendre le tir, je sais que de toute manière il ne m'arrivera rien, donc je vais oser aller m'engager pour prendre le tir, je ne serai pas poussé, bousculé sur une défense qui ne serait pas maîtrisée. Jusqu'au contrôle, où là effectivement, on va peut-être faire une petite démonstration, tiens. Ah, j'adore. Hein? Mon moment préféré. Donc, on l'a dit, pas de contact, ça veut dire que on va essayer de gêner, harceler le porteur de balle pour faire en sorte qu'il ne puisse pas sortir son ballon. Et si on a le droit d'entrer en contact, c'est en fonction des règles du handball. Donc, je ne peux rentrer en contact que si mon bassin, mes appuis sont en face de son bassin et ses appuis. Je vais le mettre en face. Hein. Voilà. Et à partir de là, si je suis dans cette position-là, j'ai le droit. La règle m'autorise à mettre une main sur le bassin, une main sur le bras, l'avant-bras, voire le ballon, et de faire en sorte, en fait, quand on dit on neutralise, si on neutralise la sortie de la balle, j'essaye par tous les moyens de faire en sorte qu'il ne puisse pas faire sa passe. Okay, ça, ce sera interdit. En revanche, ça, dans le contrôle, il essaye de prendre l'intervalle. Okay, donc moi, là, je vais l'accompagner, je vais faire en sorte qu'il n'y aille pas. Et là, l'arbitrage va avoir un rôle déterminant, puisqu'il va falloir siffler vite pour redonner la balle à l'attaque. Sur cette possession de balle-là, j'ai gagné. Lui, il a perdu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu d'accès au tir. Donc, c'est par une action défensive que la circulation de la balle s'arrête. Donc, on n'a pas pris de tir, on n'a pas pris de but. Donc, c'est une action dite positive, en fait. Parce que, je ne sais pas s'il y a des basketteurs dans la salle, mais j'ai toujours un petit peu ce débat-là, moi, avec mes étudiants en basket. Je crois que j'en vois un qui rigole. Donc, on en a peut-être au moins un, non? Voilà, super. Et c'est toujours un petit peu le souci. Donc, faire la faute, aller au contrôle, ok, aller au contact, donc en contrôlant, c'est faire une faute, mais c'est une faute qui permet à la défense de remporter, on va dire, ce duel, entre guillemets. Merci. J'ai pas tout perdu, j'ai eu un moment de proximité sociale avec toi qui était bien. Voilà, et ce contact aménagé, il rend aussi possible la mixité. Si on commence à mettre, on m'a parlé dans le train aussi tout à l'heure, nos lunettes sur le genre, donc Cathy Patinet nous a bien abreuvé. La zone, pourquoi elle va nous intéresser? On l'a dit, hein, la réussite au tir, tous marqueurs, il faut qu'ils puissent vivre cette réussite et qu'il y ait un égal accès à la réussite pour tous, que chacun puisse vivre cette émotion-là. Donc en réduisant la zone par rapport au gardien de but, effectivement, on va pouvoir accéder à une réussite. Le tir indirect, il va quand même permettre, quand on n'est qu'à 4,50 m du gardien, de rééquilibrer ou de rétablir, on va dire, une égalité des chances entre le tireur et le gardien. Donc par rapport à ça, ce tir indirect, sachant que le but est comment dire aussi plus petit, donc pourrait être davantage à l'avantage du gardien, mais il va permettre en tous les cas pour le gardien de ne pas se faire entre guillemets fusiller à bout portant, parce que vous imaginez la suspension qui vous rapproche encore plus du gardien. Donc là-dessus, puisque la trajectoire est indirecte, ça devrait pouvoir résoudre le problème affectif. On a toujours en tête qu'ils doivent, dans notre esprit de formation, tous et toutes être gardiens et gardiennes de but. Donc, oui, les filles vont dans les buts et ça pose pas de problème qu'un garçon avec un biceps comme ça tire le plus fort possible. Il peut tirer très fort à rebond, c'est pas grave. Okay, ça posera pas de problème. Jusqu'à ce qu'on arrive à lui changer son mode de jeu de tireur pour qu'il puisse plutôt essayer de feinter et d'éviter que de tirer plutôt comme un artilleur. Voilà, jusqu'à ce qu'on en arrive avec les meilleurs ou dans un premier temps les spécialistes, puis après ceux qui auront le plus progressé sur des tirs indirects en utilisant des tirs plus techniques, on a dit le lobe, la roucoulette ou le chabala. Et pour utiliser ces règles-là, on va favoriser un contexte de jeu adapté à chacun du niveau, on va dire, de nos élèves. Donc on va devoir faire des choix, parce que dans notre esprit, le tous marqueur, il est déterminant. Donc si on enchaîne, si on veut effectivement viser une égalité, merci Yoann, d'un accès à la réussite, et là, dans le tous marqueur, on a à faire des choix de dispositifs et systèmes défensifs. Et par rapport à ça, ce sera forcément au service des savoir-faire à développer, enfin des savoirs et des savoir-faire à développer, dans un espace de jeu qui va être réfléchi. Donc, on sera là sur des choix qui sont de l'ordre didactique, ok ? Et par rapport à ça,
on va avoir un fil rouge. Vous le voyez apparaître. Je suis en train de faire des conneries sur... Je vais rester là. Donc on a un fil rouge, là, et là-dessus, on vous dit traverser un rideau défensif en s'appuyant, enfin en s'engageant dans l'espace libre pour accéder en zone favorable de marque et en situation favorable de tir pour marquer. Donc ça veut dire que là-dessus, qu'on soit sur un premier niveau dit de débutant, d'accord, eh ben, on va toujours avoir en tête que ce qu'on veut, c'est qu'il traverse le terrain dans un premier temps, puis le rideau défensif dans un deuxième temps. Là, on a dit égalité pour qu'ils puissent avoir tous la chance d'accéder, d'avoir un égal accès à cette réussite, en tout cas dans le duel. Je ne sais pas s'ils le gagneront, mais en tout cas de pouvoir y accéder. Donc là-dessus, le contexte choisi pour un niveau débutant, ben, à chaque fois, vous allez avoir ces petites lignes bleues qui vous montrent... Non, c'est vrai, ça ne se passe pas, c'est pas grave. Tu peux y arriver comme ça. Ok, ouais. Qui vous montrent que c'est l'espace que les attaquants vont pouvoir investir dans le dos des défenseurs. Cet espace, il est total. Je ne parle pas des zones, mais il est total par rapport à l'aire d'évolution. Ça veut dire qu'il y a énormément d'espace dans le dos. Donc c'est facile d'accélérer pour les non-porteurs de balles, d'accélérer dans le dos pour offrir une solution de balle, une solution de passe. Okay. Et par rapport à ça, le contexte qu'on choisit pour cette situation de référence, ce serait d'engager depuis le gardien, on l'a vu tout à l'heure, d'avoir une zone favorable de marque qui est identifiée. Ce sont vos plots rouges là qui nous montrent que si on prend un tir dans ce secteur-là, là, quand on a la balle dans les mains, on a plus de chances de marquer si on est ici que si on se trouve ici, et notamment quand la zone est rectiligne et non pas un arc de cercle. Autant sur un terrain de handball normal, vous serez toujours à 6 mètres du centre du but parce que la zone est en arc de cercle, autant là, plus vous allez vous écarter, plus vous vous éloignez du but. Donc plus ce sera compliqué de pouvoir marquer un but. On parlait de système et dispositif défensif. Alors avant que je ne perde certains parmi vous, on va pouvoir développer là. Le système, en fait, c'est quand on dit qu'on est en système homme à homme ou ce qu'on appelle la défense individuelle, homme à homme ou fille à fille. Okay. Et le dispositif, là pour le coup, il est tout terrain pour le moment. Puis après, on va voir qu'il va être peut-être demi-terrain dans un dispositif après qu'on va pouvoir nommer comme on le fait sur le handball à 7, pour nous, 2-1, 1-2, voire 0-3. Okay. Absence totale de contact à ce niveau-là. Donc, voilà, là, j'ai pris le temps de montrer le premier. On va voir pour la suite comment ça se passe. Et voilà, cette diapo-là, elle va prendre plus de sens si on vous la montre dans son intégralité. Ici, on se rend compte qu'avec le niveau débrouillé, nos petites lignes bleues, elles sont plus que sur la moitié du terrain. Donc, si vous regardez, il y a moins d'espace dans le dos pour pouvoir essayer d'accéder au tir. Donc ça veut dire que le tous traverseur, il continue d'exister, cette compétence, elle continue effectivement d'exister, mais il va falloir développer des habiletés de plus en plus fines d'un point de vue moteur, mais aussi d'un point de vue de la prise de décision, la prise d'info et de la prise de décision. Il va falloir voir plus vite pour décider encore plus rapidement, okay, pour aller jouer dans le dos des défenseurs. Et si je vais jusqu'au bout, si j'en suis cette fois ici, là on a placé un dispositif en 2 joueurs étagés et un joueur bas qu'on appellerait 2-1. Vous voyez qu'avec le fait d'avoir assuré en bleu, l'espace dans le dos c'est encore restreint, donc ce sera encore plus complexe de pouvoir jouer dans le dos des défenseurs, qu'il va falloir continuer de développer des compétences de traverseur pour pouvoir s'infiltrer. Et si on va jusque-là, avec un dispositif 1-2, et on serait là davantage sur une défense de zone, donc une défense collective, on va avoir de l'aide et de l'entraide. Ça nous aide par rapport à ce qu'on cherche en termes de citoyenneté. On a parlé de fraternité. Donc ça veut dire que la collaboration au sein de l'équipe, elle va m'intéresser. Cette défense de zone aussi, évidemment. Et par rapport à ça, eh ben, plus on va réduire l'espace à attaquer, plus on va confronter les attaquants à de nouvelles difficultés. Donc le système, il est toujours complexe. Et on se dit aussi que pour que chacun puisse évoluer à son rythme, on a la chance d'avoir 3 terrains, on a 4. On peut très bien avoir, moi là je suis en plein dans des séquences d'enseignement avec MIEL 1 et MIEL 2. J'ai passé beaucoup de temps sur ce terrain-là. Okay. Là, j'ai mes meilleurs, okay, ceux qui ont le plus progressé, qui accèdent ici. Je sais que je n'accéderai pas là. Et pourtant, je suis en STAPS et ils sont sportifs. D'accord ? Et bien, en 12 séances, je n'y arriverai pas. Voilà, parce que il faut du temps. Et s'ils n'ont pas fait de handball avant,
ça voudra dire, ça voudra dire que on ne pourra pas amener chacun de nos élèves jusqu'à travailler sur ce dispositif-là. Mais c'est pas grave. Ils jouent au handball, ils vont développer des compétences, ils vont effectivement, en plus de ces compétences motrices, développer des compétences psychosociales parce que on en parlera beaucoup, ok, même si on ne va pas les nommer toujours de cette manière-là. Donc le contexte choisi, d'accord, on disait on va choisir un contexte pour leur permettre à tous de pouvoir progresser, il est là. Ouais. Avant de passer, effectivement, un point, en fait, on n'arrive pas à revenir toujours avec le même diaporama à chaque fois. On est en train de modifier parce que on réfléchit tout le temps. Et puis que aujourd'hui, la nouveauté dans cette diapo, après ce qui s'est passé, on va dire sur la dernière édition du concours, on peut le dire comme ça, je ne dévoile rien. Jusque-là, tout va bien. Donc, mais vous savez tous que la forme scolaire de pratique a intégré effectivement le concours. Et puis, au-delà du concours, surtout, c'est ce qu'on vit au quotidien de nos enseignements maintenant. Et par rapport à ça, on pourrait considérer qu'on a là, au départ, on parle de contexte choisi ou de situation de référence. C'est ça le SR que vous voyez apparaître ici, la situation de référence. Okay, on pourrait parler d'une forme scolaire de pratique générique par niveau. Alors générique pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on va mettre en place un temps d'apprentissage avec nos élèves dans une séance, on pourrait avoir la forme scolaire qui arrive derrière, qui soit aménagée, peut-être encore un peu plus qu'elle ne l'est là, par rapport à ce qu'on est en train de travailler, notamment en mettant en place un match à thème sur ce que l'on veut développer. Donc là, la forme scolaire, elle répondrait encore de manière plus explicite à ce qu'on vient de travailler. Mais pour nous, la forme scolaire de pratique, on la voit de manière générique par niveau. Nos 4 niveaux, débutant, débrouillé, confirmé, expert. Cette forme scolaire de pratique, juste pour petite précision qui parfois crée confusion. Alors dans le cadre du CAPES, pour les candidats au concours, là aussi je ne dévoile absolument rien. On vous renvoie vers le complément au programme ou vers les rapports de jury. La forme scolaire de pratique, ici on l'a définie de manière très simple, c'est un traitement didactique et pédagogique à des fins de transformation dans un contexte scolaire. Donc il n'y a pas de parti pris ici dans le cadre du CAPES, puisque évidemment ça reste ouvert à toute conception que l'on peut avoir. Dans le cadre là qu'on vous présente, et en tout cas dans notre façon d'aborder le Hand 4, on souhaite éviter évidemment les raccourcis, de dire il suffira de passer à 4 contre 4 dans la largeur, voilà la forme scolaire de pratique. Ce n'est pas ça qui définit une forme scolaire de pratique. Elle est définie par différents paramètres, on y reviendra peut-être un petit peu plus tard, notamment en ouverture, parce que ce n'est pas le cœur du propos, mais soyons vigilants là-dessus. Donc on parle ici de forme scolaire de pratique générique parce qu'on pense qu'il y a des invariants ou des choses importantes à mettre en place à ces différents temps du parcours de formation de l'élève, Pascal l'a précisé, mais dans la forme scolaire de pratique proposée en niveau débutant, quel aménagement du score, quel aménagement de l'espace, quelles consignes, quelles règles, on peut imaginer des choses évidemment qui s'ajustent par rapport au contexte spécifique d'intervention qui est le vôtre. Donc voilà, ne caricaturons, il n'y a pas de souci. On recommence. Alors, ne caricaturons pas le propos. Une FSP, c'est pas se mettre à 4 dans la largeur et voilà la forme scolaire de pratique. Non, on recommence pas pour de vrai. Donc voilà, on en était là tout à l'heure avant de passer sur cette diapo-là. Puis, j'ai pas exactement, enfin, je suis pas allée au bout de ça. Donc, le Hand 4, on dit pour une égalité d'accès à la réussite. Et avec ce qu'on vient de voir là sur nos différents niveaux, et on a dit que par niveau, on pouvait avoir 2 terrains dans une même séance avec 2 niveaux similaires puis un niveau différent. Ça nécessite pour ça qu'on soit en capacité d'identifier des élèves aux besoins similaires qu'on va regrouper sur un premier terrain. Et puis, ça va effectivement illustrer ce que je venais de vous dire. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe sur le choix dans nos équipes. Il ne faut pas qu'on se trompe sur les choix didactiques pédagogiques qu'on est en train de mettre en œuvre pour leur permettre d'accéder à cette réussite. Et puis, voilà, on va pouvoir effectivement le mettre en place au niveau des terrains qu'on va mettre en œuvre. Donc là-dessus, les règles utilisées, on les a vues. Pour le coup, je ne vais pas en reparler. Mais ce qui nous intéresse, c'est que pour qu'ils deviennent vraiment tous marqueurs, on doit pouvoir les confronter le plus possible au duel tireur-gardien. Et ça nécessite de traverser le terrain. C'est pour ça qu'il était nécessaire de passer par ces différents contextes de jeu, appelés aussi forme scolaire de pratique générique.
On va, à côté de ça, essayer d'outiller nos élèves pour permettre de prélever des informations qui vont guider leurs apprentissages et qui vont surtout leur permettre d'identifier là où ils en sont et de mesurer une forme d'efficacité collective. Encore une fois, l'entrée ici sera essentiellement collective, sera d'abord collective. On va essayer de les outiller pour ça. Donc le rôle ici qu'on souhaite donner au numérique, c'est d'offrir aux élèves un feedback régulier, instantané, qui va faciliter pour eux l'identification de l'information importante. Alors on a travaillé là-dessus. D'un côté, on avait, je ne vais pas refaire toute la genèse ici, mais on avait cette nécessité pour nous d'avoir un repère qualitatif, c'est-à-dire de permettre à l'élève de voir un petit peu ce qui se passe sur la circulation de la balle, de voir où est-ce qu'ils accèdent à la marque, etc. Parce qu'on se rendait bien compte que ce qu'on pouvait avoir parfois de statistiques, uniquement de stats, évidemment, ne révèle pas tout. Vous connaissez peut-être, on les manipulera demain, une application comme celle que vous avez en bas, IPTB ou PTB+, qui était utilisée en tout cas jusqu'à présent dans le cadre du CAPEPS sur l'épreuve du concours. Donc un outil statistique qui nous permet de relever le nombre de possessions, le nombre de tirs, le nombre de buts, d'avoir des ratios, des pourcentages, etc. Mais ça nous semblait quand même limitant si on veut s'intéresser à la façon avec laquelle l'élève se retrouve dans ce rôle de marqueur. Vous voyez bien qu'on est à l'interface un marqueur-traverseur, puisque là aussi on s'intéresse quand même à la façon avec laquelle le ballon arrive en situation de marque. C'est à l'appui de ça que, et grâce au travail de collègues, et je pense à Fabrice Bruchon notamment ici, et à l'association EPSoft, parce qu'on n'a pas ces compétences de développement telles que eux les ont dans ce collectif, est née l'application Gribouillis EPS. Donc on va gribouiller sur la tablette pour regarder sur une possession de balle ce qui se passe. Alors, je vous montre un petit peu comment ça se déroule. On la manipulera également demain. Vous avez cette représentation d'un terrain de hand à 4 et puis l'élève, avec le doigt tout simplement, va dessiner la trajectoire de la balle, suivre la trajectoire de la balle, et dès qu'il lève le doigt, c'est soit qu'il y a une balle qui est perdue, soit qu'il y a un tir, soit qu'il y a un but. Donc il suit cette trajectoire, alors souvent guidé par un copain qui l'accompagne là-dedans, il dit attention, perte de balle, hop. Donc il lève le doigt et tout de suite il clique sur balle conservée, perte de balle, tir ou but. Et ça nous permet de coupler une observation qualitative sur ce qui se passe dans la circulation de balles et surtout une observation quantitative, c'est les repères, je ne sais pas si vous les voyez, oui à peu près, oui ça va. Les repères quantitatifs que vous avez en haut à gauche qui permettent de regarder le nombre de ballons, il y a 3 ratios ici qui sont pris, le nombre de ballons qui sont restés dans un seul couloir par rapport au nombre de ballons qui ont au moins traversé 2 couloirs. C'est le premier ratio, le premier indicateur qu'on donne. Là, il va plutôt nourrir le rôle de traverseur, mais je vous le présente quand même dès maintenant puisque c'est ce qui accompagne l'ensemble de la démarche. Je vous la remets en même temps qui tourne. Le deuxième ratio, il s'intéresse au ratio tir-possession, c'est-à-dire sur le nombre de possessions de balles que l'équipe a, combien de fois ils ont été capables de se placer en situation de tir. Et le troisième ratio s'intéresse au nombre de buts sur le nombre de tirs. On ne va pas manipuler ces 3 ratios tout le temps avec les élèves. Évidemment, la focale, elle est plus intéressante à un moment donné peut-être sur le deuxième ratio. Combien de fois vous accédez à la situation de marque collectivement. Peut-être qu'après, on va s'intéresser aux moyens avec lesquels ils accèdent à cette situation de marque et donc regarder si on occupe un espace de jeu effectif qui s'élargit, même si le jeu parfois dicte d'aller tout droit. Je prends le ballon, je dois aller tout droit. Pas forcément qu'on navigue évidemment dans les 3 couloirs, ce n'est pas l'objectif forcément que la situation de jeu appelle. Mais en tout cas, on sait que plus cet espace de jeu effectif s'élargit, plus les possibilités d'accéder à la situation favorable de marque dans l'axe se multiplient. Donc voilà ce qui accompagne l'élève régulièrement dans le parcours de formation. Pour vous ce soir, cette application est gratuite, messieurs, dames, à Nancy-Metz. Elle est téléchargeable gratuitement sur iOS et Android et on la manipulera, elle sera sur les tablettes demain. Petit détour sur numérique et égalité, parce que c'est cette première thématique que nous souhaitions aborder dans les valeurs. Là, je parle de numérique et d'inégalité possible, parce qu'il y a, je crois, un danger extrêmement profond dans ce qui peut se jouer en ce moment sur une vision politique ou une vision sociétale que j'ai un tout petit peu abordée tout à l'heure, qui nous dirait que les écrans, le numérique, il faut surtout évacuer tout ça.
président de la République nous parlait de reprendre le contrôle de nos écrans qui enferment là où ils devraient libérer. Définir le bon usage des écrans, établir un consensus scientifique. Le Premier ministre de l'époque, c'était M. Attal, parlait de régulation de l'usage des écrans dans et en dehors de l'école pour nos enfants. On avait un avis du CSP, du Conseil supérieur des programmes, qui nous parlait du fait qu'aucune évaluation scientifique ne permet de garantir une incidence positive sur l'usage de ces outils et la transmission des savoirs. On voit bien, on est dans un contexte de méfiance, voire de défiance vis-à-vis du numérique, mais il y a quand même des choses derrière qui se jouent et qui ne sont pas neutres quand on s'intéresse notamment aux populations plus fragiles. Si l'école ne s'intéresse plus, ne s'occupe plus de former et d'éduquer au numérique, ceux qui vont en pâtir, ce n'est pas les élèves qui auront trouvé au pied du berceau la panoplie de bon élève, pour reprendre des propos de Philippe Mérieux, c'est évidemment les élèves issus de CSP défavorisés. Et là, je crois qu'il y a un enjeu de société majeur, parce que si on se désengage quelque part de ça à l'école, encore une fois, c'est eux les premières victimes, et j'ai pris quelques références sur des travaux là-dessus, où on sait que les parents de CSP plutôt favorisés accompagnent davantage leurs enfants sur des usages raisonnés des écrans. Alors quelle est la responsabilité de l'école? Est-ce qu'il s'agit d'être dans le déni et la simple, entre guillemets, interdiction? Je crois que là, on passerait à côté d'un enjeu sociétal majeur et que le discours scolaire, en tout cas institutionnel, il n'est pas là-dessus. Quand on parle de pause numérique, et je suis interpellé parfois par des tuteurs ou par des enseignants ou des stagiaires, ils me disent « oui, mais il y a les compétences professionnelles, vous nous demandez dans le référentiel de compétences de professionnels de maîtriser les usages du numérique, mais vous voyez bien tout ce que nous disent nos politiques, etc. Il ne faut surtout pas le faire. » Quand on parle de pause numérique, on ne parle pas d'une pause à l'éducation au numérique. C'est un contexte, je crois, sur lequel il faut être vigilant. Interdire l'utilisation des smartphones dans un certain contexte pour certains usages, c'est une chose, qui appartiennent aux établissements, mais continuer de former et d'éduquer à ça paraît être un enjeu qui reste évidemment majeur pour dépasser cette idée-là, de se dire ces élèves de génération Y ou génération Z, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, c'est le mythe d'Obélix, ils sont tombés dedans quand ils étaient petits, donc ils savent faire avec ça. Il n'y a pas de souci, ils savent s'en servir, donc nous à l'école on n'a pas besoin. On sait bien que ce n'est pas le cas. On sait bien que quand ils se confrontent à certains usages, à des fins d'apprentissage, ils ont des difficultés, on a des difficultés dans la relation à l'outil et sur lequel il s'agit pour l'école de continuer évidemment de travailler, mais avec un usage raisonné évidemment de l'écran. Prenez ce truc là du temps d'écran, on parle toujours de ça. Le temps d'écran qui augmente, il est trop important, etc. Il crée de la sédentarité, etc. Est-ce qu'on se questionne réellement sur ce qui se fait avec l'écran? Parce qu'un temps d'écran, ça ne veut rien dire. Est-ce qu'on parle, parce qu'on parle parfois d'addiction à l'écran, on parle d'addiction au numérique. Ce n'est pas mentionné par l'OMS qui ne reconnaît pas cette maladie-là, entre guillemets, en tout cas jusqu'à présent. On parle d'addiction à l'écran, mais est-ce qu'on parle d'addiction au verre pour un alcoolique? On parle d'addiction à l'alcool. Donc, qu'est-ce qu'on fait sur un écran? On peut le consommer du contenu de manière extrêmement passive, ou on peut générer du contenu qu'on peut discuter avec un pair, avec un partenaire, commenter, analyser, traiter, utiliser, exploiter. Donc, évidemment que notre entrée, elle sera là-dessus pour éviter cette fracture numérique qui n'est plus sur les usages. Cette citation, elle est vieille maintenant, 2012, le rapport Fourgous. La fracture numérique, elle n'est plus sur les équipements, entre ceux qui sont équipés et ceux qui ne le sont pas. La fracture numérique, elle est là entre ceux qui sont qui savent se former, s'informer, comprendre leur environnement à travers les médias et qui sauront s'adapter à un monde en mutation constante. Si nous, on se désengage de ça à l'école, les bons élèves, il n'y aura pas de sujet. Les autres, j'ai mon point de vue. Le but, c'est en tout cas que notre école continue de jouer un rôle dit thermostatique. C'est Philippe Mérieux qui utilise ce mot-là, thermostatique. Ça veut dire qu'on pose un regard critique sur l'écran et puis parfois on l'utilise un peu plus, le numérique, parfois on l'utilise un peu moins. En tout cas, c'est avoir un usage raisonné de l'écran. Voilà pour cette première partie sur les enjeux forts que nous souhaitions essayer de porter avec vous. Autour de cette idée d'égalité, on vous propose peut-être déjà, premier temps de réaction, si vous avez des questions, des choses qui vous font réagir, n'hésitez pas, qu'on puisse échanger un petit peu déjà si vous le souhaitez à ce moment-là.
Tu vois, tu leur as trop parlé, ils ne veulent plus parler. Non, des réactions? On prendra 2-3 temps dans l'intervention, hein, mais n'hésitez pas. Tout va bien? Ouais. Eh ben, on va enchaîner alors. Bon, bah, alors, on vous enchaîne. Allez, partie 2 alors. On va s'intéresser cette fois-ci plus spécifiquement à la valeur de liberté. Et on va donc travailler sur l'idée d'un besoin d'autonomie pour choisir et apprivoiser, donc conquérir cette liberté. C'est le deuxième besoin psychologique fondamental que nous avions mentionné tout à l'heure quand nous parlions de cette théorie de l'autodétermination, vous vous en souvenez. Donc cette idée de liberté comme le sentiment de compétence, comme le sentiment d'affiliation sociale. Là, on va s'intéresser aux possibilités pour l'élève de conquérir cette liberté dans la forme scolaire de pratique proposée ici du Handa 4 et donc toujours dans cette relation triptyque, dans ce triptyque, d'un impact sur les choix que nous allons porter en Handa 4 et on va s'intéresser là notamment au rôle de traverseur cette fois-ci en jouant donc sur les contraintes spatio-temporelles que Pascal a évoquées tout à l'heure. Vous vous souvenez, cette diapo avec les quatre grandes étapes entre guillemets du parcours de formation. Au fur et à mesure, on augmente les contraintes spatio-temporelles, c'est-à-dire on va diminuer l'espace de jeu effectif. Quand on se rapproche de la cible, on a une défense qui est resserrée et donc on va augmenter ces contraintes-là chez l'attaquant. Et puis l'aménagement toujours du règlement qu'on a déjà évoqué, notamment sur le dribble et le marché. Et du côté du numérique, on va s'intéresser aux possibilités de renforcer ou d'enrichir les possibilités d'autodétermination pour l'élève, donc faire ses propres choix, et de ludification des apprentissages, c'est-à-dire d'essayer de donner un caractère également joué, ludique à ce que l'on peut proposer. Alors pour tout ce traverseur, là où on mettra la focale par rapport aux règles qu'on va pouvoir aménager, c'est sur l'engagement du gardien et sur cette fameuse extra-balle. Et là-dessus, je vous parle des deux qu'on va retenir, et puis après, on va enchaîner, vous allez comprendre quand on va vous montrer l'illustration. Après, on parlera encore du contact aménagé, dont on a déjà parlé, et cette exclusion, le temps d'une possession. Mais avant qu'on vienne là-dessus, on va retourner sur nos choix de contexte de jeu. Donc cette fois, si l'on a 4, il pourrait nous permettre d'accéder à une autonomie et de pouvoir choisir en toute liberté, c'est ça qui va nous intéresser. Eh bien, quel contexte de jeu évolutif on va proposer? Donc on vous a proposé tout à l'heure une diapo sur laquelle il y avait les 4 niveaux. Donc là, on va revenir sur ce contexte évolutif dans l'idée de pouvoir rester autonome, d'accéder à l'autonomie, de rester autonome en fonction du niveau de jeu dans lequel effectivement on est confronté, qu'ils soient libres dans leur choix pour pouvoir faire en sorte d'accéder. On parlait d'égalité tout à l'heure par la réussite, mais c'est ça qui nous intéresse aussi. Donc, sur cette première séquence d'enseignement, et on va avoir plusieurs diapos qui vont se ressembler. On a parlé tout à l'heure de nos 4, situations de référence, qu'on a appelé aussi forme scolaire de pratique générique. Donc, si on est sur un niveau 1 et qu'on a une observation, pareil, là pour le coup, elle sera totalement générique. On a plutôt ce qu'on voit à l'écran ici. On a souvent un jeu en grappe avec une volonté de faire des passes. On a beaucoup de passes en cloche. Vous imaginez ceux qui partent toujours billes en tête en regardant uniquement la balle, ce qu'on a appelé les dribbleurs fous. Peu de tirs, voire pas de but. Donc là-dessus, une fois qu'on a observé la manière dont ils jouaient, on se pose la question du contexte de jeu choisi, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord? Et là-dessus, qu'est-ce qu'on a envie de leur proposer pour faire en sorte d'être plus compétents dans tout ce traverseur? Donc là-dessus, l'axe de transformation qu'on pourrait mettre en avant, c'est de disperser les défenseurs pour traverser le terrain et accéder à la zone favorable de marque. Donc traverser le terrain, on l'a dit, le terrain est très vaste à investir, l'espace est très vaste à investir dans le dos des défenseurs, vous le voyez là. Et si on pousse jusqu'au bout pour savoir quelles acquisitions on pourrait viser avec eux, à chaque fois on se posera la question de savoir ce que l'équipe doit faire pour pouvoir progresser, ce qu'on va pouvoir viser avec eux. Donc nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir comparer ce qu'il y avait effectivement là,
Donc cette grappe, etc., avec ce qu'on a nommé là. Donc au niveau de notre équipe, si on arrive à sortir de la grappe, avec ou sans ballon, hein, selon si on est porteur ou non porteur de balle, pour jouer dans le dos des défenseurs et accéder à la cible adverse, on sera content. Et à chaque fois, on va préciser ce qu'on peut mettre en avant, ce qui va être, si on travaille avec eux, de courir avec la balle vers la cible attaquée ou passée, c'est, on va dire, une acquisition qu'ils vont avoir pour devenir meilleurs traverseurs. Identifier la zone favorable de marque, ça y est, j'ai traversé, je me retrouve face cette fois au gardien. Si je tire dans cette fameuse zone centrale, j'ai beaucoup plus de chances de marquer. Et donc, je suis capable, puisqu'on est sur la liberté, on a dit, leur donner une certaine autonomie décisionnelle. Donc, si je prends le tir à l'extérieur de cette zone favorable de marque, je m'expose à ne pas marquer. Si je le prends plein centre, je ne dis pas que je suis sûr de marquer, en tous les cas, je me donne plus de chances de pouvoir accéder à la marque. Donc, c'est les outiller, entre guillemets, pour qu'ils deviennent, on va dire, plus... que ces savoir-faire sont effectivement sont un savoir, et non pas un savoir puis un savoir-faire, mais qu'on essaie de combiner les deux en même temps. Donc on vous a proposé aussi, mais je ne vais pas les détailler là, vous lisez aussi bien que moi la suite pour le non-porteur, ce qu'on attend de lui, et pour le défenseur. Et par rapport à ça, donc si on est effectivement sur cette valeur qu'on souhaite en termes de liberté, les rendre de plus en plus autonomes en les rendant de plus en plus compétents en partant d'un point de départ, d'une observation de leur propre niveau de jeu, on devrait pouvoir effectivement enchaîner vers des progrès. En revenant à ceci, on a dit les règles éphémères dans la situation, dans la séquence d'enseignement, elle est toujours faite en fonction du besoin des joueurs. Et le contexte de jeu va être évolutif, va être effectivement choisi, et l'enseignant va constamment essayer de créer ce décalage optimal, faire en sorte qu'il y ait toujours une marche à franchir, un cap, pour pouvoir faire en sorte qu'il continue de progresser, okay, et qu'il soit de plus en plus autonome au fur et à mesure qu'ils vont devenir de plus en plus compétents en même temps que le contexte de jeu va effectivement évoluer. Donc là-dessus, on disait, on va revenir là, on l'avait pas vu.